Séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Antenne et en live stream Facebook ce soir, comme d'habitude. Tout de suite, nous ouvrons notre page d'information. C'est en 2017 qu'un incendie ravageait un bâtiment du CHU de Pointe-à-Pitre, provoquant rapatriement des malades et des services vers d'autres pôles et centres de soins du territoire. Cela fait maintenant 5 ans que la livraison du nouvel hôpital est attendue. Une nouvelle infrastructure sise à Perrin aux Abîmes. Aujourd'hui, c'est un nouveau dossier suivi par le département, la préfecture et la commission de santé publique en visite sur le chantier. Michel Depape était sur place. Président du département et président du conseil de surveillance du CHU, de se rendre compte quelle est l'évolution du chantier. Grande satisfaction, c'est que les délais prévus sont respectés. Et autre satisfaction, c'est que la conception même de l'hôpital correspond à nos attentes, notamment au niveau des urgences. On sait que sur tout territoire, les urgences ont une importance déterminante, encore plus sur un territoire comme le nôtre, avec tous les risques que nous connaissons. Et ce qui me rassure, c'est de voir dans la conception, avec plusieurs entrées possibles, la fluidité, tenir compte des faits de société, c'est-à-dire des problèmes de bagarre et tout, puissent être orientés, tenir compte des urgences exceptionnelles, des problèmes d'intoxication ou alors s'il y a une catastrophe particulière. Après ma visite du centre de géotologie, j'ai dit notre volonté qu'on puisse mettre en place une urgence gériatrique parce qu'à partir de 2030, 2/3 de la population a plus de 60 ans. Donc il faut pouvoir en tenir compte pour que ces personnes soient prises en considération très rapidement et qu'il puisse y avoir, autant que faire se peut, un service ou une structure dédiée. En fait, on vient assez régulièrement, vous êtes invité à chaque fois pour qu'on fasse un point d'étape sur le chantier du CHU et sa constitution réelle, pour voir physiquement même, devrais-je dire, l'avancée de ces travaux. Aujourd'hui, moi je suis vraiment très satisfait parce qu'on a premièrement des choses qui sont importantes. Notre calendrier, il est affirmé, il est réaffirmé. Livraison administrative, si je puis dire, en octobre 2023 et ensuite une année complète pour la montée en puissance, l'appropriation opérationnelle, l'arrivée des patients petit à petit, service par service. Et donc fin 2024, on aura un CHU qui sera pleinement opérationnel. C'est pas beaucoup de retard par rapport à ce qui était prévu initialement. C'est important de le dire parce qu'entre-temps, on a quand même eu le Covid. Et puis comme tout chantier, ça nécessite évidemment des ajustements. Ça, c'est le deuxième point de satisfaction, c'est qu'on a pu conduire au cours de ce chantier des ajustements qui étaient rendus nécessaires ou qui ont été rendus utiles par le retour d'expérience qu'on avait. On ne peut parler CHU, prise en charge hospitalière, sans que la commission santé publique du département soit là, d'autant que c'est une volonté forte du président Losbar que d'améliorer la santé des Guadeloupéens. Donc non seulement nous avons décidé de décliner au niveau des dispensaires la prévention, la prise en charge en amont, mais bien sûr que ce nouvel outil au service de la santé des Guadeloupéens est important et il faut que nous soyons là. Alors, je souhaite le meilleur à cet outil, je souhaite le meilleur et je sais pouvoir compter sur le professionnalisme de tous les soignants de Guadeloupe pour faire que ce ne soit pas qu'un bel outil, mais que ça soit un outil performant et que ça offre une meilleure prise en charge à nos patients. Toujours sur place aux Abîmes, sur le chantier du nouveau CHU, un point de situation Covid est effectué par M. Laurent Légendard, directeur général de l'ARS. Michel Depape a recueilli ces informations pour nous. Semaine 28, on a eu 3434 Covid pour 18 498 tests réalisés en Guadeloupe, ce qui nous donne un taux de positivité à 18,5% et un taux d'incidence à 910,1 pour 100 000 habitants. C'est une maladie respiratoire, donc qui peut effectivement se révéler bénigne chez quelqu'un en bonne santé, qui ne présente pas de comorbidité, et qui s'est révélée mortelle, malheureusement, pour un certain nombre de nos compatriotes, qui étaient soit fragilisés, soit immunodéprimés, soit présentant des risques de survenue de formes graves en raison de comorbidités importantes. Et donc, ce n'est jamais à prendre à la légère. Il faut toujours se tester au moindre doute et lorsque le test s'avère positif, pour éviter de contaminer d'autres personnes qui pourraient développer des formes graves, il faut donc s'isoler et respecter les gestes barrières. Très clairement, non. Le fait de réguler la venue aux urgences n'est pas une rupture de service public, ça ne l'a jamais été.
Et ça ne laissera jamais. En fait, c'est d'ailleurs une mesure qui est plutôt une mesure de bon usage des services d'urgence et le fait de protéger les urgences pour qu'elles servent à ce pourquoi elles sont faites, c'est-à-dire prendre en charge les urgences vitales et renvoyer donc les patients qui ont certes besoin de soins non programmés mais qui ne relèvent pas des urgences vers les bons soignants sans emboliser les urgences. Je rappelle d'ailleurs que dans le cadre du rapport de désormais Monsieur le ministre Braun, la première mesure, c'est la communication autour du bon usage des services d'urgence. Pour revenir à la question du CHU, je rappelle que le directeur général par intérim est parmi nous, vous pourrez lui poser la question. Il y a donc effectivement un afflux de patients aux urgences, lié d'ailleurs à la circulation virale Covid. On a donc une montée en charge de l'hospitalisation conventionnelle en médecine pour raison de Covid, qui se conjugue avec la période des congés. Donc on a du personnel qui est absent pour légitimement cause de congé. Et puis une circulation virale qui touche aussi le personnel soignant, qui accentue l'absentéisme. Bien, pour la semaine passée, semaine 28, on a eu 3434 Covid pour 18 498 tests réalisés en Guadeloupe, ce qui nous donne un taux de positivité à 18,5% et un taux d'incidence à 910,1 pour 100 000 habitants. C'est une maladie respiratoire, qui peut effectivement se révéler bénigne chez quelqu'un en bonne santé, qui ne présente pas de comorbidité, et qui s'est révélée mortelle, malheureusement, pour un certain nombre de nos compatriotes, qui étaient soit fragilisés, soit immunodéprimés, soit présentant des risques de survenue de formes graves en raison de comorbidités importantes. Et donc, ce n'est jamais... Généalogie au Parc national de la Guadeloupe avec le comité marche du 23 mai 98 ou CM98, association engagée pour la reconnaissance des ancêtres. Leur hymne, retrouver, comprendre, honorer la trace des ancêtres. Son président Emmanuel Gordien en parle de cette démarche d'enracinement, d'enchoucage. Un reportage de Stanley Manicor. Le Parc national, c'est la valorisation du patrimoine naturel, culturel et paysager. On voit beaucoup le parc national sur sa biodiversité, mais il y a aussi la culture. Et c'est la culture qui nous ramène à nos origines et à nos fonds. Et on voit à travers de cet atelier de cet après-midi, il y en a 5 en gros partout en Guadeloupe, nous allons pouvoir retourner à nos sources. Alors ce travail, il est fait entre le parc national, mais aussi l'association CM98. Il nous aide en fait à retrouver nos ancêtres, à revenir à nos origines, à replacer qui on est. Le nom de famille de la majorité des Guadeloupéens, donc plus de 90% des Guadeloupéens, a été donné, ce nom de famille, à un esclave qui a été affranchi en 1848. Et il y a eu toute une opération de nomination qui a été faite. Et donc, c'est les noms de famille que nous portons, c'est de là qu'ils viennent. Et du coup, ça nous permet de retrouver tous nos parents qui ont vécu en esclavage. Donc cet après-midi, non seulement on fait un exposé pour présenter un petit peu comment ces noms ont été donnés, mais deuxièmement, on fera un atelier avec les gens par la suite. On va leur expliquer les choses plus précisément. J'ai déjà fait des recherches sur une de mes lignées, du côté de mon père de la Rivière. Et là, je suis en plein, vraiment dans la grande recherche pour aller beaucoup plus loin avec la lignée Trafon, du côté de ma mère. C'est notre base, c'est notre socle pour que nous puissions vraiment ressentir, en tout cas savoir qui nous sommes vraiment et avoir de quoi évoluer, de quoi transmettre verbalement à nos enfants, nos petits-enfants. C'est une liaison, un choucage, c'est nous chercher en fond, en nanan, et puis nous avons origine en nous pour nous porter et pour nous grandir. Nous business, racine en nous pour nous peut évoluer. Et l'atelier de l'après-midi va permettre cela. On ressent à l'intérieur de soi d'où on vient, ça se sent quand on est à l'écoute. Mais ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir mettre des mots, savoir où étaient mes ancêtres, dans quelle partie de l'Afrique, et pouvoir aller sur place, rencontrer des gens avec plus de conscience. Parce que j'ai déjà voyagé, je suis dit aller en Afrique, mais là, y aller avec plus de conscience, parce qu'on sait que les aïeuls étaient là, sont nés là, ça donne une autre dimension de soi. Il y avait beaucoup de peuples différents qui ont été déportés, qui ne parlaient pas la même langue, qui ne se comprenaient pas. C'était des prisonniers de guerre.
Et donc, vous comprenez bien qu'il n'y avait pas de liste nominative de ces personnes. Quand on va trouver le premier qui est arrivé ici, c'est lui qui est le fondateur de notre société, parce qu'il y a une rupture de civilisation qui est faite. Parce que quand on les a déportés, on les a déracinés de leur groupe, de leur peuple, de leur culture, de leur religion, de leur langue. Ils viennent dans un monde complètement nouveau, dans un système compliqué de violon, de l'esclavage colonial. Et c'est dans ce système-là qu'ils vont faire société, qu'ils vont former. Ce sont des survivants d'un crime. L'environnement et l'écologie sont les nouveaux enjeux fondamentaux de nos gouvernances, de l'Europe à nos territoires. En réponse à ces enjeux des territoires engagés pour la nature, la CNBT à Pointe-Noire assainit et reverdit en remplaçant les décharges sauvages par des jardins de plantes mellifères. Un reportage de Marc Morel. Nous savons tous, en Guadeloupe, on crée beaucoup de déchets sauvages. Et malheureusement, ce n'est pas une bonne image pour notre département, pour notre région. Et par conséquent, la CNBT a décidé de poursuivre dans la logique de sa politique de faire du Nord-Bas-Terre un territoire à haute qualité environnementale. Et par conséquent, a décidé d'éradiquer tous ces dépôts sauvages. Et par conséquent, les éradiquer comment? En faisant des plantations de fleurs mellifères, des fleurs qui vont permettre déjà aux abeilles de pouvoir venir butiner, mais aussi aux papillons, aux colibris, et par conséquent, c'est l'environnement qu'on donne un coup de fouet en un mot. Alors, cette action est menée non pas sur Pointe-Noire seulement, mais sur les 6 communes du territoire. Et Pointe-Noire, aujourd'hui, est à l'honneur. Mais avant le site de Guyonneau, où nous sommes aujourd'hui devant l'école Rosalie Bellevue, d'autres sites ont été valorisés à Maro, sur la plage de Caraïbes. Et on a un fleurissement qui est déjà très avancé. Rendez-vous du passé. Nous ouvrons donc maintenant notre page culture et sport. Visite au Centre des Arts et de la Culture entre nostalgie de ces rendez-vous du passé et la célébration d'un présent dans un cocon pour des artistes qui y retrouvent un lieu propice à l'inspiration. Harold Luce et Christophe Verger étaient sur place. J'ai connu le Centre des Arts avant que ce soit dans cet état-là. Il y a plus de 30 ans, presque 40 ans même. J'ai vu des spectacles assez sympathiques d'ailleurs, et c'est un peu dommage que ça n'existe plus. Ce qui est propice avec ici, c'est les rencontres, les connexions. C'est vraiment c'est un lieu génial, quoi. Il faut que ça existe. Plusieurs lieux comme ça, il faut que ça existe. Ça doit faire partie de la culture, de la tradition. Ça manque vraiment ici. C'est un élément important parce que ça me permet, moi, ou en tout cas à ceux que je transmets, de s'évader, de penser à autre chose que le quotidien. Mais ça me permet aussi de connaître d'autres cultures, d'autres techniques de peinture, de décoration. La connaissance, le savoir se transmet aussi d'une façon différente. Il n'y a pas que les livres, mais il y a aussi le côté visuel, artistique qui est très enrichissant. Jusqu'à maintenant, c'est l'un des meilleurs lieux de création que j'ai connu. Il y a une ambiance déjà qui est très propice. Il y a des connexions, il y a des gens, il y a des énergies. Toutes sortes d'énergies, mais il y a de quoi composer. Il y a vraiment de quoi composer. On peut choisir son endroit. S'il y a trop de gens ici, on peut monter. Enfin, il y a vraiment des zones particulières. C'est génial. Je m'exprime comme je le souhaite en tout cas. C'est-à-dire qu'il n'y a personne en vrai qui va m'empêcher de... En réalité, c'est juste qu'on respecte le cadre en fait. On s'exprime mais sans aller trop loin quoi. On essaie de rester dans l'état d'esprit de la culture. Tout à l'heure, ouais. Envol des sélections féminines et masculines de beach handball vers Dunkerque où se déroule la Coupe des territoires de France. Première expérience à tout point de vue pour le beach handball de Guadeloupe et pour ces jeunes sportifs. Marc Morel était à l'aéroport Port-Caraïbes avant leur départ. J'ai connu le Centre des Arts avant que ce soit dans... C'est une première expérience, cette Coupe des territoires de France qui aura lieu à Dunkerque. Donc nous nous sommes préparés du mieux possible en sachant que nous avons commencé tard puisque la saison de balistique du Honda 7 a fini quand même mi-juin avec les finalités à Paris. Donc voilà, on s'est préparé du mieux possible, on part pour une première expérience. Ça a été très difficile parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une compétition aussi importante à cette période de l'année. Et c'est la première fois que justement on organise une compétition importante de beach handball, ce qui est une nouvelle activité du handball. Donc voilà, donc là on a 2 sélections qui partent et on a tout fait pour qu'on puisse le faire dans les meilleures conditions possibles. Et qui par rapport à nous sont quand même se sont beaucoup plus préparés, c'est vrai que mais je crois que
Nous allons pas tout à fait en phase de découverte, mais c'est surtout découvrir la compétition, puisqu'on n'en a pas souvent ici. Et surtout, on est dans une période où les équipes là-bas ont eu pratiquement tous les week-ends des challenges ou des tournois. Nous faisons tout pour... C'est une première expérience, cette Coupe des territoires de France qui aura lieu à Dunkerque. Donc nous nous sommes préparés du mieux possible en sachant que nous avons commencé tard puisque la saison de balistique du Honda 7 a fini quand même mi-juin avec les finalités à Paris. Donc voilà, on s'est préparé du mieux possible, on part pour une première expérience. Ça a été très difficile parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une compétition aussi importante à cette période de l'année et c'est la première fois. Direction Saint-Claude pour le souhait des anciens footballeurs de la ville et la Corsair Foot Academy publique présent pour une rencontre transgénérationnelle. Un sujet de Gérard Loiseau et Christophe Verger. Une belle manifestation, on va dire, elle est sportive, elle est à la fois culturelle. C'était une volonté de la ville, de la commission sportive, d'animer cette partie de la ville parce que c'est véritablement le 60e anniversaire de ce terrain de football. À la Basse-Terre, on va pouvoir aussi compter sur nous parce que Saint-Claude, c'est une petite commune, mais comme toute autre personne, on a besoin aussi de voir du monde, de faire du spectacle. Donc voilà, je suis content, j'avais promis ça au maire, j'ai pu le faire, pas tout seul évidemment, aidé de mon équipe ici, j'ai pu le faire avec la Corsair Foot Academy qui est déjà ici, plus ce match qu'on a fait, je crois que mieux on ne pouvait pas avoir à Saint-Claude. Oui, alors nous sommes très satisfaits. Donc c'est effectivement un match qui opposait donc les légendes du football, donc les professionnels, à une équipe constituée avec l'ensemble des joueurs également, nos anciennes gloires du Sud-Bastien. Donc ils se sont opposés. Bon, c'est bien amusé, l'important c'est que le public a répondu à l'appel et qu'on voit les anciens joueurs sont anciens, mais ce qui est important c'est qu'on est beau reste. Il est beau reste, on a vu le beau reste sur le terrain. Pour nous de faire revivre le football sur le Sud-Bastien et comme monsieur le maire député le disait, démarrer à Saint-Claude sur une note de vacances sportive. Encore une fois, on est toujours bien reçus, là non plus de monsieur Luxembourg. C'est toujours un plaisir de venir profiter des gens qui sont là, nous on est contents, on est heureux, c'est une grande fête. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.